Bonjour tout le monde, bienvenue à Être, une émission qui a pour but de découvrir la femme, les goûts, sous toutes ses facettes, des couleurs combien différentes, mais comment elles peuvent être enrichissantes. Et pour l'émission, je m'entoure évidemment d'une co-animatrice et cette semaine, j'ai le privilège d'avoir la pétillante Eudoxie Adopo. Eudoxie, tu es une formatrice, une conférencière, une auteure, une coach, tu as plusieurs chapeaux, mais ce qu'on aime de toi particulièrement, c'est vraiment ta mission. Tu veux véhiculer de saines habitudes de vie pour faire rayonner la joie de vivre. Oui, exactement, Peggy. Alors, oui, Eudoxie Adopo, kinésiologue de formation, professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps. Donc, ça, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles, écoute certifiée d'abondance financière, la relation à l'argent. Et au quotidien, comment les gens peuvent être heureux avec leur corps? Rayonner la joie de vivre avec mon corps. Oui, puis c'est équilibre. C'est vraiment en lien avec ton nom, avec l'équilibre de vie. C'est vraiment magnifique. Exactement. Donc, tu as le corps. Après ça, rayonner la joie de vivre avec toi-même et avec les autres. Rayonner la joie de vivre avec ton argent. Et c'est possible, Peggy. Oui, à regarder tes yeux qui pétillent, on le sait que c'est possible avec toi, Eudoxie. Et justement, cette semaine, avant d'avoir la joie de vivre, le thème qu'on aborde est le pardon, être résilient. Alors, débutons notre quête du mieux-être ensemble. Oui. Bonne émission. Pour échanger, évidemment, ça prend des invités. Je suis entourée en studio de plein de belles personnes. Évidemment, Marc Duchesneau, homme de la situation, qui vient vraiment apporter une petite saveur masculine. Et on va avoir aussi Robert Savoie, qui va être avec nous via Skype. Et le 1% de marge d'erreur dans une émission, on se permet de recevoir un homme, mais tout un homme, Jean-Marie Lapointe, qui est avec nous. Merci. Je suis content de savoir que je suis ta marge d'erreur. Oui, là, oui. Veux-tu donner un peu plus de détails? Oui, bien en fait, normalement, on reçoit des femmes sur le plateau comme invitées, mais j'ai été vraiment touchée par la cause que tu soutiens, qui est l'organisme AlterGo avec leurs défis sportifs. Et je vais t'avouer que quand j'ai su que c'était toi le porte-parole, j'ai dit « Oh non, je veux Jean-Marie sur le plateau », surtout que le thème est pardonné. Et ce matin, avec ton post sur les réseaux sociaux, qui est complètement le fruit du hasard, justement, tu parlais du mot « donner, pardonner » et tu es beaucoup dans le don. Tu donnes des conférences. On sait que ta cause, surtout avec ton documentaire « Face à la rue », tes émissions à la télévision, j'adore ta mission de changer le regard que les gens posent sur les sans-abri. Puis c'est vraiment ta mission, une de tes missions de vie, en tout cas en ce moment. Tu sais, on peut se poser la question, est-ce que c'est moi ou c'est elle qui m'a choisi? Tu sais, la mission de vie, elle s'est déterminée comme ça. Mais je te dirais que pendant une vingtaine d'années, puis j'en fais encore, le bénévolat était beaucoup au cœur de ma vie. Puis aujourd'hui, en 2021, bien, le bénévolat que je fais, c'est aussi une façon de gagner ma vie. Oui, parce que je parle des personnes qui ont des limitations fonctionnelles avec le défi sportif, mais avec l'itinérance, avec les personnes en fin de vie, avec plein de causes qui me touchent, je me suis rendu compte que finalement, c'est ça qui était en train de tracer ma voie. Mais il y a 20 ans, je ne le savais pas. Ça t'a choisi, oui. C'est elle qui m'a choisi. Cette mission-là est venue me cogner à la porte. Puis c'est comme si elle m'avait demandé, t'attends-tu d'embarquer là-dedans? Je dis, ben go. Parce que ça faisait trop résonance à l'intérieur de moi. Il y avait une cohérence. Je veux dire, regarde, ça faisait trop vrai, ça faisait trop me sentir intègre avec, un peu comme ce que Gandhi dit. Le bonheur, c'est simple, c'est quand tes pensées, tes paroles puis tes actions sont en harmonie. Donc, cette cohérence-là, bien, je la retrouve autant avec des projets télé que dans le bénévolat, parce que l'un alimente l'autre et vice-versa. Tu es embarqué dans le bateau, finalement, parce que moi, j'aime faire des liens avec l'eau, tu sais, puis la quête, les voyages, mais je veux dire, tu aurais pu tout simplement faire « Non, j'embarque pas là-dedans », mais tu as su t'adapter. Puis c'est-tu arrivé dans un moment de ta vie, parce que le thème, c'est le pardon. Est-ce que tu as eu à te pardonner? Est-ce que c'est arrivé en synchronicité, cet événement-là, avec peut-être un changement dans ta vie ou un moment où tu t'es pardonné par curiosité? Tu parles-tu du défi sportif AlterGo? Je parle de ta mission de vie. Parce que je me rappelle, ça a vraiment, autour de 2002, il s'est passé un changement majeur dans ma vie. C'est que j'étais marié, on s'est séparés, on s'est divorcés. Puis quelques mois avant,
je m'étais vraiment posé la question, puis j'avais lancé ça dans l'univers. Tu sais, je dis, regarde, là, moi, je veux avoir une vie qui a du sens. Je venais d'accompagner une jeune femme qui était en fin de vie. Elle m'avait demandé de l'accompagner. Et cette rencontre-là avec une jeune dame de 19 ans, qui, elle, c'est une phrase qui a l'air toute faite, là, mais elle, pendant qu'elle se préparait à mourir, elle m'a enseigné à vivre. Oh, wow. Et cette relation-là de pas de place à la bullshit, j'en voulais plus dans ma vie. Alors, j'ai comme lancé dans l'univers, moi, là, j'en veux plus de bullshit, je veux du vrai. Et pratiquement en dedans de 3 à 6 mois, j'étais porte-parole du défi sportif Altergo. J'étais impliqué avec la Maison L'Éclaircie à Sainte-Voie pour les troubles alimentaires. Avec les ados en thérapie, avec le Centre Le Grand Chemin, la Maison Jean Lapointe. J'accompagnais des gens en fin de vie avec le Camp Sainte-Justine. Alors, j'étais juste dans la vérité, j'étais dans l'authenticité, j'étais dans la vulnérabilité, puis hey, c'était comme la nouvelle drogue. Hey, ça, j'en veux plus de ça, s'il vous plaît. Et ça m'a changé. Et tranquillement, ça a changé ma vie et ça a changé le rapport que j'ai, oui, avec la vie, mais avec tous les autres. Donc, des fois, on me reprochait, « Maudit que t'es intense. » Moi, mais... La vie, non, pour moi, elle est intense. Oui, ça. J'étais moi-même. Exact, t'as jamais été autant toi-même qu'à ce moment-là, finalement. Puis, tu sais, il n'y avait pas de temps à perdre parce que je venais d'apprendre la réalité du mourir. Tu sais, ma mère est morte quelques années avant ça. Là, j'accompagne une jeune et là, je me dis, OK, parfait, là, la mort, ça n'arrive pas jusqu'à 92 ans. Ça arrive à tout moment. Alors, en attendant, qu'est-ce que tu fais? Bien, vis intensément. Aime intensément tout, là. Les gens, ton travail, le bénévolat, les loisirs. Aime. Mais c'est vivre, c'est d'être dans le ici et maintenant. Puis tu parles de Altergo, c'est tellement exceptionnel. Oui, c'est un défi sportif local, mais moi, j'ai été étonnée de voir que c'est à travers le Canada et le monde et tu es porte-parole de ça. Je veux vraiment que tu m'expliques comment ça fonctionne, surtout en pandémie, ça doit être tout un défi. Bien, le défi sportif a été créé par Monique Lefebvre en 1984 qui voulait, elle, montrer une image positive des gens qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Elle-même, fille de parents qui avaient des handicaps, elle s'était dit, il y a quelque chose que j'aime pas, moi, c'est le regard de pitié qu'on fait quand je suis avec l'épicerie de mes parents. Je suis en train de faire mon épicerie, puis les parents des autres familles qui nous voyaient, ils venaient nous donner de l'argent, comme si on n'était pas capable d'être autonome. Alors, elle a trouvé ça. Comment ça se fait, maman, qui nous donne de l'argent, tu sais? Là, tu es obligé de changer cette façon de faire-là. Elle s'est dit, non, ça n'a pas d'allure. Donc, Monique a créé en 84 une façon de donner de la valorisation à des gens qui ont des limitations fonctionnelles en leur faisant faire du sport, du loisir, des activités et aussi en les valorisant dans leurs différences aussi, tu sais. Puis qu'on arrête de les regarder comme des moins que rien, des moins humains. Pas capables. Ben oui. C'est ça, exactement. Non, puis d'ailleurs, j'ai un de mes amis qui est tellement cute, Félix Morin, qui a une paralysie cérébrale. Il dit non, je suis pas handicapé, je suis handicapable. Ça, c'est winner. Je la plug à chaque fois que je peux le faire. Parce qu'il est vraiment le fun. Alors, Félix, c'est un peu comme un ambassadeur du défi, puis moi, je le suis. On est plusieurs porte-parole. Il y a évidemment Chantal Petitclerc, il y a Hugo Girard. On est quelques ambassadeurs comme ça qui parlons du défi, justement, pour inciter les gens à venir participer à un événement en tant que public ou même en tant qu'athlète ou en tant que bénévole. Alors, cette année, autant l'année passée, c'était une version uniquement virtuel. Cette année, on en fait une version hybride. Il va y avoir des vraies compétitions, puis il va y avoir du virtuel aussi. Il va y avoir les deux. Dans le fond, quelqu'un qui veut donner puis qui veut soit s'inscrire ou donner à la cause, c'est quoi la meilleure façon de pouvoir contribuer? Défisportif.com. Défisportif.com. On invite les gens à aller regarder le site. Vous allez voir de quelle façon que ça va se dérouler cette année. Ça se passe du 23 avril au 2 mai. C'est sur 10 jours. Il y a, comme je dis, il y a une version hybride. C'est une version à la fois virtuelle et en action dans les écoles. On va encourager les jeunes à faire du sport, puis ils vont gagner des médailles. Puis ils ne seront pas virtuels, ça va être des vraies médailles. Des vraies médailles. Hey, merci vraiment. J'aurais pris toute l'émission pour parler de toi et du défi sportif. Donc, on va suivre ça. Donc, allez voir alterego.com. Ou défisportif.com. Défisportif.com. Il faut contribuer, effectivement, surtout en pandémie. Là, on a vraiment encore plus besoin d'aide. Dans le mot « pardonner », il y a le mot « donner ». C'est Jean-Marie qui nous a dit ça tout à l'heure hors d'onde. Et c'est le bloc que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement avec Marc Duchesneau, notre homme de la situation, entrepreneur-auteur. Il porte tout plein de chapeaux. Et cette semaine, comment tu nous challenges avec pardonner? Cette semaine, je me posais la question, est-ce que les femmes savent plus pardonner que les hommes? Puis est-ce qu'ils sont plus vite à pardonner que les hommes?
Ben moi, personnellement, j'ai pas le pardon facile parce que je veux réfléchir, puis quand une personne me demande pardon ou je me demande pardon, je veux être certaine d'avoir fait le tour, puis d'être certaine, j'en parlais avec Jean-Marie quand il est arrivé plus tôt, d'être certaine que je l'accepte réellement. Parce que si on n'accepte pas réellement le pardon, ben on passe à côté de quelque chose. Fait que, mais oui, j'arrive au pardon. Pour moi, le pardon vient automatique. J'hésite pas à pardonner. Pour moi, un petit, c'est un petit. Ça ne deviendra pas un petit, ça ne deviendra pas un gros. OK. Alors, le pardon, pour moi, il est plus facile. J'accepte facilement le pardon. Puis toi, Doxy, je suis curieuse. Est-ce que toi, tu l'acceptes facilement ou tu as plus une période de réflexion? En fait, la période de réflexion que j'ai vient dans le fait de voir ce qui vient de se passer à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose, un événement qui vient de se passer et je me sens mal. C'est pour ça que j'ai décidé que, OK, là, c'est trop gros. Je ne laisse pas ça passer. D'accord? Donc, la première chose, c'est à l'intérieur de moi. Donc, pour avoir le pardon facile, c'est de revenir à moi d'abord. L'introspection. Pour ne pas que ça soit juste comme un pardon mental. Que ça soit beaucoup plus un pardon senti. Parce que quand ça y est à l'intérieur, et puis il y a la colère qui gronde là, OK, oui, je te pardonne, mais moi, je vais te pogner avec ce sentiment d'inconfort. Donc, pour pouvoir pardonner, je me donne le temps. Par amour pour moi, par honnêteté envers moi et l'autre. C'est vraiment Donc, facile, oui et non, mais à condition que je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Quelque chose que l'autre a fait. Oui, c'est prendre le temps de voir ce que tu ressens réellement. Oui. Puis toi, Jean-Marie, est-ce que c'est plus facile, plus long? Mais je pense que ça dépend aussi de ce qu'on a reçu comme insulte ou comme blessure. Oui, aussi. Des fois, on peut avoir vécu quelque chose dans notre enfance, puis ça nous marque vraiment profondément. Mais tu parles des citations que j'ai publiées. Il y en a une qui était belle qui disait « Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'horizon du futur. Donc, quand tu pardonnes, tu te pardonnes à toi, tu pardonnes à l'autre, et à un moment donné, tu dis « Parfait, c'est réglé, on passe à autre chose. » Donc là, tu peux vraiment te lancer vers le futur. Puis il faut être vraiment respectueux de ce qu'on ressent, mais il faut se poser la question. Puis le Dalai Lama avait dit « Éprouver de la colère envers son ennemi équivaut à s'enfoncer une épée dans le ventre dans l'espoir de toucher son ennemi qui est derrière soi. Wow. » Donc, quand tu ressens cette espèce de ressentiment-là, de la colère, c'est à toi que tu auto-infliges ça. Donc, c'est important de ne pas le nourrir puis le mariner là-dedans. C'est très bien dit parce que pour moi, le pardon, c'est un processus. Merci. C'est l'apprentissage de l'acceptation. Quand tu apprends à accepter, c'est beaucoup plus facile de vouloir pardonner. Il faut que ça vienne de toi en premier, mais c'est bien dit. Ça vient pas de moi, mais en même temps, c'est quoi le gain à entretenir le ressentiment? Qu'est-ce que tu gagnes à le garder en toi? Et qu'est-ce que tu gagnes à t'en libérer? À un moment donné, il faut se poser la question. Exactement, Puis j'ai vécu quelque chose dans les derniers mois avec la pandémie. J'ai eu une grosse remise en question sur plein de choses. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous allez être d'accord, c'est que souvent, on s'en veut pour des choses. Moi, j'ai décidé d'appeler des gens. Puis il y en a qui étaient surpris, là. J'ai appelé des gens parce que je me pardonnais, mais j'ai dit, pour me pardonner, je veux pardonner à ces gens-là parce que j'avais l'impression de leur avoir fait du mal. Mais étonnamment, en les appelant, ils m'ont tout simplement dit, ben non, Peggy, tout va bien. C'est ça. Fait que je me suis rendu compte dans mon processus de pardon que c'était une perception, finalement. Donc, ton épée, là, je l'ai vraiment vécu. Fait que tout part vraiment, des fois, d'une perception aussi. On a l'impression qu'on a fait vraiment du mal, alors que finalement, non, on se fait plus de mal à nous-mêmes. Là, et puis, ça vient aussi, tu sais, toutes ces douleurs, ça vient comme de nos blessures, un peu comme Jean-Marie l'a dit. Si on a vécu quelque chose et puis un événement vient peser sur ce qu'on a vécu, encore une fois, ça se passe à l'intérieur de moi. Et comme ça se passe à l'intérieur de moi, c'est moi qui suis appelée à me libérer. Et la personne qui a pesé sur le bouton vient finalement représenter pour moi une opportunité de nettoyer quelque chose qui couvait depuis longtemps là.
Donc, quelque part, c'est un... Je ne sais pas si vous connaissez la méthode Ho'oponopono Ah oui. du Oui. Dr. Len. Oui. Donc, l'univers est en moi. Tout ce qui se passe à l'extérieur, vu que c'est moi qui le vois, fait que ça parle de moi. Fait que lorsque je choisis, comme tu l'as fait, de me nettoyer en appelant des gens, c'est à toi que tu le faisais. Les autres, ils ont juste confirmé le fait que tu es propre. Puis c'est un propre. signe de force aussi, puis de courage, parce que la personne qui est en situation de position de victime n'est pas capable de pardonner. Donc, comme on dit, pardonner, c'est aussi à une personne qui est forte. T'sais. C'est une autre citation, victime, mes citations. J'adore les citations, Jean-Marie. Le faible ne peut pardonner. Ouais. Pardonner appartient aux forts. Oui. Aux personnes qui sont un peu plus courageuses, Exact. puis qui ont décidé de dire, ben, regarde, moi, je fais un pas en avant, et pour toi, et pour moi. Oui, pour un monde meilleur. Ouais. Oui, oui, ça fait Parce que partie, inspirer le monde moi meilleur. aussi, je me rappelle d'une petite histoire quand j'étais jeune. J'avais fait de la peine à quelqu'un, à une jeune dame. Ça m'a pris plusieurs années. Mais je devais faire mon pardon avec moi-même Et sur voilà. ça. Avant. Fait que je suis retourné voir cette personne-là dans ses bureaux pour lui demander le pardon. Mais c'est parce que tu t'auto-pardonnes quand tu pardonnes. Hein? Fait que je trouvais qu'il fallait que ça soit fait, puis je suis allé, tu sais. Puis aujourd'hui, on se parle, on est super bien, on est des bons amis. Mais pour le mot de la fin, de ce bloc-là, Jean-Marie, je veux vraiment que tu nous définisses là, pardonner, l'étymologie. Je trouvais que tu l'expliquais tellement bien, là, le mot Ben, ça donner, vient pas de pardonner. moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais, Mais- pardonner et donner, ça se ressemble. Il y a juste le préfixe qui change. Oui. Mais il y a aussi il y a une forme de libération. Quand tu pardonnes, tu te libères d'un poids et tu pardonnes à l'autre aussi. Mais quand tu donnes, tu te libères aussi. Oui. Donc, pardonner et donner, c'est une action de liberté, de libération. Incroyable. Ben moi, c'est ce que je vous souhaite à la maison. Soyez libérés, donnez, pardonnez pour votre mieux-être. Je m'appelle Natacha Azrak et moi, mon histoire dans la santé a commencé curieusement quand j'étais en train de faire ma dernière année de mon bac en nutrition. Puis j'ai été faire un cours de leadership et la personne assise à côté de moi me demandait qu'est-ce que je faisais. Puis là, je lui disais j'étais en nutrition. Puis là, il me dit « Ah, moi, mon père, il sait c'est quoi la vraie nutrition, puis il pourrait t'enseigner une chose ou deux. Toi, tu connais pas grand-chose. » Moi, j'étais tellement... C'est qui cet effronté? Pour qui il se prend? J'ai été à la meilleure université de Montréal. Puis là, j'ai commencé à vouloir lui prouver qu'il avait tort. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur c'était quoi la médecine fonctionnelle. Et j'ai vu plusieurs études de cas assez impressionnantes sur Internet. Et j'ai vu que c'était une approche qui ne recherche pas nécessairement le quoi, qu'est-ce qu'on a, mais le pourquoi on l'a. Et donc, c'est là que ça a changé toute ma trajectoire de carrière et je me suis vraiment spécialisée dans cette approche. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de problèmes de santé que je pensais. Je pensais que c'était normal d'être ballonnée après avoir mangé parce que je pensais qu'il y avait de la nourriture dans mon estomac, que c'était normal. Et j'avais des problèmes de migraine, maux de tête et il n'y avait pas nécessairement grand-chose à faire. Mais je me suis rendu compte que c'était tout relié à ma flore digestive, différentes hormones, etc. Donc, chez Univers Vital, on a deux différents programmes qui nous permettent de repenser la santé. On a les programmes cliniques qui nous permettent de regarder et trouver les causes sous-jacentes des différents problèmes. Et on a les programmes membership qui sont plus de l'éducation à propos de c'est quelles les bonnes informations qui nous amènent des résultats concrets et comment les appliquer. Parce que des fois, on sait ce qu'on a à faire, mais on ne sait pas comment l'appliquer. On est déjà rendu dans notre troisième segment, trucs, astuces, mieux-être. Et on a le privilège d'avoir avec nous Robert Savoie, qui est suivi par plus de 110 000 abonnés. Une révélation pour moi. En fait, merci d'avoir accepté, Robert, d'être avec nous. C'est un privilège, mais merci beaucoup à toi. Et écoute, le thème, c'est le pardon. Et c'est référé par Marie-Josée Blanchard, en fait, qui m'a dit que tout ton parcours professionnel a débuté par le pardon. Et d'ailleurs, je suis allée écouter ta capsule qu'on peut retrouver sur ta page Facebook du 3 octobre 2020. J'invite les gens vraiment à aller écouter cette capsule-là sur le pardon. On apprend à te connaître, à te découvrir. Puis, je veux que tu nous parles d'abord de ça parce que le pardon, pour toi, a été un cheminement.
Et tu as vécu vraiment un événement qui a changé ta vie en 1995. Là. Premièrement, c'est incroyable. Merci pour le partage, mais je veux que tu nous racontes un peu qu'est-ce qui est arrivé en 1995. Bon, premièrement, pour moi, le pardon, c'est le plus grand des pouvoirs. Mm-hmm. Pour moi, parce qu'il me donne accès au pouvoir de l'amour, il me donne accès à tout ce qui est grand en soi. Et ce qui s'est passé en 95, c'est mon père qui s'est fait assassiner par 3 individus, 2 de 18 ans et 1 de 19 ans, pour la somme de 55 $. Alors, quand j'ai appris ça, tu sais, pour vous épargner tous les détails, mais quand j'ai su ça, moi, à ce moment-là, j'ai 28 ans, et ce qui s'éveillait en moi, c'est tout mon parcours de ma vie. Fait que j'ai beaucoup vécu dans la violence, violence verbale, violence physique. Fait que c'est ça qui s'est éveillé. Bien, dans mon cheminement de 0 à 28 ans, je n'avais jamais appris à m'arrêter puis d'être sensible à cette partie-là. Mm-hmm. Oui, c'est ça que Alors, ce drame-là, mais ça l'a éveillé tout ça. Là. Puis là, à l'époque, je me disais, OK, je fais quoi avec ça? Moi, c'est tout de suite la vengeance. Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça que tu disais dans ta capsule, tu voulais voir mourir les assassins de ton père, mais puis tu le souhaitais, en fait, à un certain moment, avant d'accepter. Ah, j'ai vécu 5 ans pour tuer ces personnes-là. Puis, à l'époque, j'ai arrêté de consommer, je ne consomme plus des substances. Ça, je ne veux pas retourner là, parce que si je retourne là, je sais que je vais mourir. Et par contre, je ne sais pas comment m'occuper. Tu sais, on est dans le déconfinement physique, là. Ouais. Mais là, j'ai fait un déconfinement émotionnel. Ah, c'est bon. Mais comment tu as fait ça? C'est là que, premièrement, il faut s'arrêter, tu sais. Quand on fait un pardon, là, c'est vraiment égoïste. On fait ça pour soi. C'est pour soi qu'on fait ça avant tout. Tout part de soi. Puis, la personne qui est à l'extérieur, ces 3 individus-là qui ont tué mon père, eux, ça a été mon cadeau déguisé. Ils m'ont permis de voir ce que je n'avais pas pris soin de 0 à 28 ans. Alors, le temps que j'avais le regard chez eux, pendant 50 ans, j'avais le regard à vouloir les tuer. Alors, je n'étais pas en relation avec moi. Alors, j'étais dans la vengeance, dans la haine, dans la critique, dans le blâme. Et la journée que j'ai décidé d'admettre que, là, tu dois mettre le projecteur sur toi. Et quand j'ai fait ça, bien, je me suis occupé de tout ce qui s'est éveillé à cette journée-là, de la mort de mon père. Fait que c'est toute la haine, toute la violence, toute la dévalorisation, tout l'écrasement que j'avais vécu moi-même qui a fait que j'ai dû être sensible à cette partie-là. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on doit comprendre, c'est pas de comprendre, c'est de ressentir. Bon, c'est là que l'être humain a de la difficulté, parce que ressentir ses malaises, c'est qu'on a développé un fonctionnement de plus ressentir. On est sur la défensive dans nos réactions. Alors, je me suis permis, puis au début, j'ai réussi à pardonner, de m'arrêter, puis de m'avouer dans ces souffrances-là, d'être sensible, vulnérable à cette partie-là. C'est là que j'ai accepté le pardon. Je me suis permis. Et au début, je disais, je n'irai pas dîner avec eux. Le pardon, j'avais compris que c'était égoïste. Je pardonne, là, mais je n'irai pas dîner avec eux. Je sais que je le fais pour moi. Mais j'en voulais plus aux assassins. Ouais, puis tu mais disais au fur et à mesure que j'ai continué dans mon cheminement, je suis devenu que je faisais des témoignages. À chaque fois que je faisais un témoignage, je pleurais, j'étais sensible à moi encore. Là, je libérais, puis j'ai compris à ce moment-là que le pardon n'est jamais terminé pour une expérience. Et c'est là que je suis devenu enseignant, parce que j'ai retourné aux études pour faire justement, avoir la connaissance de faire ce que je fais comme métier aujourd'hui. J'accompagne les gens. Et ça m'a amené à quoi? À rencontrer un des assassins en prison. Là, les gens qui écoutent, vous avez le droit de dire « Il est fou! » Mais non, mais... Parce que moi-même, j'y ai pensé un bout avant. Hein, pour moi, ça aurait été impossible. Mais cette expérience-là m'a amené à rencontrer cet assassin-là en prison. Écoute, quand tu prends celui qui a tué ton père, là, dans tes bras, là,
C'est magnifique. Ouais. C'est beaucoup plus grand que soi, le pardon. Oui. C'est de la foi. Et ça m'a amené, par ma souffrance de mon histoire de vie, je suis devenu la personne que je suis parce que je m'en suis occupé. Oui, t'es né un peu comme ben, pas t'es né, mais tu es revenu à la vie comme un phénix. D'ailleurs, tu as un programme là-dessus. C'est un peu le sentiment à revenir de ses cendres. Donc, tu étais J'ai laissé mourir mes personnages. Les personnages. Oui. J'ai laissé mourir ces personnages de haine, de vengeance. Les personnages. Tout ça. Tu sais, j'étais à une TV, pas de son, hein? J'étais à une TV, pas de son. Oui, Jean-Marie, il y a une question. J'ai une question pour toi, mon beau Robert. Tu parlais des assassins comme étant un cadeau mal emballé. Qu'est-ce qui empêche une personne de développer ce cadeau mal emballé qui se retrouve dans une situation comme la tienne, qui a de la misère à pardonner? Bien, c'est qu'on reste, dans la fuite. On reste dans le refoulement. On reste dans nos réactions défensives. Alors, je reste à l'extérieur de moi. Et le temps que je reste à l'extérieur, je blâme, je critique, je tombe dans la victime, tu sais, puis j'entretiens ça, j'entretiens le bourreau en soi. Tu sais, là, j'en veux, c'est la colère, c'est la haine. Mais, tu sais, comme image pour les gens qui écoutent, c'est vraiment de mettre le projecteur sur soi. Exact. Puis d'être accompagné aussi. Tu sais, ça se fait pas. C'est de sortir de l'isolement affectif. C'est de faire un déconfinement émotionnel. C'est ça que j'enseigne depuis un an, Jean. On peut-tu faire du déconfinement émotionnel? Ce qu'on vit là, ce qu'on vit présentement, c'était déjà là, à l'intérieur de nous, ce qu'on vit. Le COVID a amené cette possibilité-là de s'en occuper. Fait qu'il faut voir ça comme une belle opportunité de dire « Hey, je vais faire du déconfinement émotionnel en me libérant de ces charges émotionnelles que j'ai accumulées dans toute ma vie. » Merci Robert pour ce partage rempli d'authenticité. Donc, on invite les gens à se déconfiner émotionnellement, mais surtout à te suivre sur ta page Facebook Robert Savoie. Donc, je t'envoie plein d'amour en cette période de grand défi.